Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de l'année de la parenthèse scientifique. Alors aujourd'hui un sujet qui nous tient à cœur puisque nous allons parler des mers et des océans pour qui la situation n'est malheureusement pas des plus roses actuellement. Alors on parle pollution, pétrole, plastique, mercure, etc. Perte de biodiversité, acidification, modification des courants, migration, désertification, hausse de température. L'addition est salée. Mais qu'en est-il des ressources marines ? Quel est l'état des lieux, mais surtout ces ressources, que vont-elles devenir ? Alors lorsqu'on parle de ressources marines et de protection, on ne peut s'empêcher d'avoir une immense pensée pour le célèbre pirate défenseur de baleines, j'ai nommé le capitaine Paul Watson, que nous aimerions bien voir libéré de sa prison groenlandaise. Une grande pensée également tournée vers Claire Nouvian et son association Bloom, qui ont lancé l'alerte récemment sur un taux de mercure trop élevé retrouvé dans des boîtes de thon d'une marque très connue. Alors pourrons-nous encore manger du poisson dans 20 ans ? Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons choisi un angle un peu particulier puisque nous serons focalisés sur les ressources marines et leur gestion. Et nous avons la chance de recevoir le docteur Philippe Curie, directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement IRD, océanographe et biologiste marin, spécialiste des questions de gestion écosystémique des ressources marines exploitées. Il est également président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco et a publié plus de 130 articles dans des revues internationales de prestige de type Science, PNAS, j'en passe, et des meilleurs. Il a également produit plus d'une vingtaine de livres et de chapitres de livres. Bonjour Monsieur Curie, merci d'être avec nous. Bonjour. Et pour animer cette émission du jour, autour de la table à mes côtés, 3 habitués. Pauline. Bonjour tout le monde. Damien. Bonjour à toutes et tous. Julien. Bonjour à tous. Et également une nouvelle recrue qui a rejoint la Fondation à la communication en début d'année et qui est l'heureuse réalisatrice de vos micro-trottoirs préférés, Louise. Et bonjour tout le monde. Et bien sûr, l'homme sans qui rien de tout ça ne serait possible, j'ai nommé Clément à la technique. Hello tout le monde. Alors la deuxième parenthèse scientifique, pourrons-nous encore manger du poisson issu des mers et des océans dans 20 ans ? C'est parti. Et on commence par un coup de gueule. Coup de cœur ? Coup de gueule ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, ce serait plutôt un coup de gueule que je voudrais pousser. C'est un coup de gueule qui concerne des faits qui se sont déroulés sur 2 rivières de notre région. Alors je remets un petit peu le contexte. Au début du mois dernier, le 3 octobre, quartier Château-Vert à Valence, dans le canal de la Grande Marquise, des riverains ont pu remarquer une eau de plus en plus trouble, ainsi qu'un rejet d'eau blanchâtre provenant d'une canalisation. La société de pêche et l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, est prévenu. Les différents acteurs ont pu constater, je cite, une mortalité sur la totalité de la partie découverte du canal. En cause, a priori, la présence d'un agent polluant en grande dose et probablement issu d'une habitation particulière. Celui-ci, l'agent polluant, a donc provoqué la mort de plusieurs dizaines de poissons et détruit le travail de plusieurs années de l'association de pêche qui faisait de l'alvinage dans ce secteur. Dans le même temps, à peu près aux mêmes dates, en Ardèche, sur la rivière Eyrieux, on parlait beaucoup de la vidange du barrage des Collanges. Donc ce barrage sert à alimenter les cultures et une forte quantité de sédiments s'était accumulée depuis environ 40 ans. Décision a donc été prise de le vidanger en ouvrant une vanne pour faire sortir l'eau et les boues. Cette action a entraîné la mort de milliers de poissons en aval et une probable pollution de l'eau de la rivière. Baisse de la quantité d'oxygène, modification de l'écosystème ou dépôt de grandes quantités de métaux lourds qui étaient auparavant piégés dans les sédiments coincés par le barrage. Question, les causes de cette mortalité font sujet à débat et des analyses sont toujours en cours. Mais pour moi, l'essentiel n'est pas là. C'est que ces 2 exemples montrent que par négligence individuelle ou par manque de communication et de concertation des pouvoirs publics, l'on met encore trop souvent en danger des écosystèmes qui sont pour le coup proches de nous, que l'on sait déjà fragiles. Et là où je veux en venir, c'est qu'à toutes les échelles, nous pouvons agir en prenant conscience que nos actions peuvent et ont des répercussions parfois gravissimes. Merci beaucoup Julien. On passe au micro-trottoir. Vous reprendrez bien un peu de science ?
À quelle fréquence mangez-vous du poisson? C'est une fois par mois peut-être. Minimum 1 à 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. 2 fois la semaine. Au moins 1 fois par semaine? 2 fois par semaine. Une fois tous les 15 jours, à mon avis. Quand vous achetez du poisson, comment le choisissez-vous? Prenez-vous en compte certaines informations? J'essaie de regarder s'il y a des labels qui sont notés sur les emballages. Non, je fais pas trop attention. Sans arrêt, très important. Si, je regarde le sigle FSC dessus. Je mentirais pas que des fois je regarde aussi une promo. Si c'est à peu près dans le même prix, à 1 euro près, je prendrais français. Sans arrêt. Et c'est plutôt une question de prix, en fait. Et voilà pour le micro-trottoir de retour avec Philippe Curie. Vous êtes dans la parenthèse scientifique et aujourd'hui nous parlons des ressources marines et de leur gestion. Et on vient de l'entendre, apparemment plutôt 1 à 2 fois par semaine du poisson quand même ici. Et puis le prix évidemment quand même important dans le choix. Et puis un label quand même, on a entendu, voilà le label du poisson. Et le choix sans arrêt, étonnant. Et le choix sans arrêt Pour du également. poisson. Alors, merci beaucoup, Dr Curie, d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être première question. Vous, à quelle fréquence vous mangez du poisson? Moi, j'en mange de moins en moins. J'essaie d'en manger moins d'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Il faut dire que je vis dans l'Aveyron, donc c'est pas un pays très côtier. Voilà, donc, mais c'est vrai que quand on regarde les consommations de poissons au niveau français ou au niveau mondial, on n'a pas arrêté. On a un appétit toujours croissant, si vous voulez, pour le poisson, depuis l'après-guerre en réalité. Et c'est vrai qu'on consommait quelques kilos de poissons par habitant et par an. Et aujourd'hui, on en est à 34 kilos et ça n'arrête pas de s'accroître. Donc voilà, on est de plus en plus gourmand en poisson. Consommateur de poissons. Alors, docteur Curie, vous êtes océanographe et écologue marin. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre quotidien et peut-être nous parler de la spécificité de chacun de ces termes? Oui, alors, océanographe, c'est un terme un peu générique qui regroupe toutes les activités autour de l'océan, donc elles sont très très nombreuses, notamment dans la recherche. Vous avez des océanographes physiciens, donc les océanographes physiciens qui étudient les courants dans les océans, qui étudient l'impact du changement climatique, bien sûr, sur les courants, sur les masses d'eau, sur le réchauffement. Vous avez aussi des généticiens qui étudient toute la génétique des populations et de la biodiversité. Vous avez des modélisateurs qui modélisent, et ça, moi, j'en fais partie, des modélisations des écosystèmes marins, c'est-à-dire comment fonctionne un écosystème marin. Vous savez, dans un écosystème marin, il y a beaucoup d'espèces différentes. Vous avez quelque chose comme des milliers d'espèces de poissons, mais aussi vous avez des oiseaux, des mammifères marins, et toutes ces espèces interagissent entre elles. Et il faut comprendre de quelle façon elles interagissent et qu'est-ce que va produire, par exemple, une surexploitation ou une exploitation de telle espèce sur telle autre espèce. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de métiers absolument incroyables qui permettent aujourd'hui, et je crois que l'année 2025, ça va être l'année des océans, de focaliser sur les océans qui sont extrêmement importants, d'une part par leur surface, ils couvrent 70% de la surface de notre Terre, et de par leur importance aussi dans le climat. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, votre spécialité porte sur les ressources marines et la surexploitation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux rapide des enjeux mondiaux liés à la pêche? Oui, on va parler de surexploitation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le poisson, la pêche, c'est notre dernière ultime exploitation d'une ressource sauvage. Et le terme sauvage est important, à une échelle bien sûr industrielle. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a bien sûr la chasse existe toujours, mais c'est vraiment une activité récréative, et tandis que la pêche, c'est une activité industrielle et très importante. Alors, en réalité, on pêche absolument aujourd'hui partout, dans tous les océans, à toutes les profondeurs, dans tous les écosystèmes. Et l'empreinte, elle est fantastique sur les océans, puisque c'est 200 millions de kilomètres carrés, versus, on peut comparer avec l'agriculture, c'est intéressant, l'agriculture, c'est 4 fois moins. Et pourtant, ça produit, je veux dire, la pêche produit simplement un peu autour de 10% des protéines animales. Alors, il y a, je vous l'ai dit aussi, cet appétit pour le poisson. Il y a cette empreinte aussi avec des pêches notamment industrielles qui sont absolument
fantastique. Vous savez, j'ai été en mer de Chine il y a 1 an et on voyait les bateaux les uns à côté des autres dans l'océan. Et l'océan était couvert de bateaux. Ça, c'était la stratégie chinoise pour exploiter. Alors, on parle souvent de surexploitation. Alors, il faut quand même un petit peu rappeler qu'est-ce que c'est que cette surexploitation. Au début d'une pêcherie, vous avez quelques bateaux. Alors, bien sûr, les prises sont très bonnes. Donc ça attire beaucoup plus de pêcheurs. Les pêcheurs entrent en compétition les uns avec les autres. Et donc, leur prise par bateau diminue. Mais les prises totales augmentent. Elles augmentent jusqu'à un certain niveau. Et quand il y a vraiment beaucoup trop de bateaux, beaucoup trop de filets, des hameçons, enfin, ce qu'on appelle l'effort de pêche, à ce moment-là, les prises globales diminuent. Et vous savez, moi, voilà, donc c'est ça, c'est à partir de ce niveau-là qu'on parle de surexploitation, c'est-à-dire que les populations de poissons n'arrivent plus à se renouveler et donc elles diminuent et le nombre et les pêcheurs ramassent presque plus rien. Moi, j'étais au Sénégal dans les années 80, j'ai vu cette production absolument incroyable de la mer. Et à l'époque, il y avait quelque chose, moins de 3000 pirogues. Donc la pêche était fantastique. Et aujourd'hui, donc vous voyez 40 ans plus tard, il y a 12 000 pirogues et elles ramassent absolument plus rien. Donc à part des poissons, on reviendra là-dessus, mais des poissons pélagiques qui sont quand même de moindre valeur. Mais vous voyez, donc on a multiplié le nombre de pirogues, il y a eu des compétitions très fortes, et voilà. Et donc ça, c'est des états de surexploitation, c'est qu'il faut à tout prix éviter si on veut à la fois conserver les populations de poissons, mais aussi conserver les pêcheurs et leur activité. Monsieur Curie, est-ce que vous pouvez définir pélagique, peut-être pour nos auditeurs? Oui, alors, dans les écosystèmes marins, il y a différentes espèces de poissons. Il y a des espèces qui vivent au fond. Alors ça, vous avez par exemple la sole, vous avez un peu décollé du fond, vous avez des merlus, vous avez des lottes, vous avez des poissons voilà, qu'on trouve couramment. Et puis, vous avez entre deux eaux les anchois, les maquereaux, les sardines, tout ce qu'on appelle un peu, vous savez, poissons bleus. C'est ces poissons, ce qu'on appelle pélagiques, donc ils sont entre deux eaux. Et ces poissons-là, ils servent d'ailleurs de nourriture aux autres. Vous savez, tous les gros poissons, comme les thons, qui sont eux en surface, se nourrissent de ces poissons pélagiques. Vous avez aussi les oiseaux, les mammifères marins. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu le fuel des océans, c'est-à-dire ces poissons pélagiques. Et ces poissons pélagiques, en réalité, alors on va parler un petit peu des prises mondiales. Ils sont très abondants. Ils sont très abondants et on empêche. Alors, si les captures mondiales, si vous voulez, grosso modo, c'est 100 millions de tonnes. Voilà, il y en a 25 millions de tonnes de ces poissons-là qui sont pêchés et qui sont transformés aussi en farine de poisson pour nourrir notamment l'aquaculture. Ok. Voilà. Et du coup, vous nous avez expliqué ce que c'était que la surexploitation, comment on s'en rendait compte, et comment vous arrivez à mesurer, par exemple, si une espèce est menacée ou qui est dite en surexploitation. En surexploitation. Alors, il y a pas mal de techniques, il y a beaucoup de modélisation. Vous savez, depuis le 19e siècle, on s'est attaché à développer des modèles mathématiques, des modélisations, des statistiques de pêche aussi, c'est-à-dire que quand un bateau va pêcher, eh ben, on regarde le nombre de filets qu'il a, le nombre d'hameçons, le temps de pêche, le nombre de pêcheurs, etc. Et ça vous donne une évaluation de ce qu'on appelle l'effort de pêche. Et puis, on a aussi la ventilation de ces prises par espèce, et puis aussi les captures totales de toute la pêcherie, par exemple, la pêcherie de mer du Nord. Donc ça, c'est des statistiques qui sont regroupées, et puis les scientifiques évaluent à partir de ces statistiques si les prises augmentent, si les prises globales augmentent, ou si, comme je vous l'ai dit, en temps de surexploitation, ces prises diminuent. Et donc, on arrive avec des modélisations. Alors, des fois, je ne vous cache pas que c'est assez sophistiqué, à voir quel est le niveau de surexploitation de ces espèces. Alors,
espèces surexploitées, ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo qu'on abaisse, parce que l'exploitation, bien sûr, abaisse l'abondance des espèces dans leur milieu. Ça veut dire à peu près qu'on atteint 25% de ce qu'elles étaient quand elles n'étaient pas pêchées. Vous voyez? C'est-à-dire que si on avait 10 morues ou 100 morues, voilà, on estime que quand il y en a 25, ça commence à être très fortement surexploité. Donc voilà, donc il y a des indicateurs comme ça qui permettent de savoir si une ressource est surexploitée ou peu surexploitée. D'accord. Alors, vous m'avez posé tout à l'heure la question à laquelle je n'ai pas répondu, mais je vais vous répondre maintenant sur au niveau mondial, la surexploitation. Alors, au niveau mondial, on regarde que tous les 2 ans, il y a un grand rapport qui est produit par les Nations Unies pour savoir le pourcentage donc, de ces stocks, on parle de stocks de poissons, qui sont surexploités. Dans les années 70, on en avait 20%, quelque chose comme ça. Et là, ça n'arrête pas, si vous voulez, depuis ces années-là. Tous les 2 ans, on remet à jour cet indicateur. Et aujourd'hui, vous avez presque 40% des stocks mondiaux qui sont surexploités. Donc, on a un problème. Et on peut dire que c'est à partir des années 70, du coup, comme vous dites, si on remonte un peu dans le temps, qu'on peut parler, qu'on a un virage de surexploitation. Alors, la surexploitation espèce par espèce, elle a eu lieu depuis, même je dirais, la fin du 19e siècle. Hein. Vous avez des stocks, par exemple, les baleines ont été très, très surexploitées fin 19e, début 20e. Mais ce qu'on voit au niveau mondial, c'est que depuis l'après-guerre, là où les techniques de repérage du poisson, parce qu'il y a des techniques de repérage hallucinantes. Aujourd'hui, on arrive à voir n'importe quel poisson dans la mer à n'importe quelle profondeur. Donc, toutes ces techniques-là ont fait que l'efficacité des pêcheurs était de plus en plus grande. Alors, on a prélevé dans les océans, alors je vais vous donner grosso modo des chiffres, que ça ne vous envahisse pas de statistiques, mais on pêchait 25 millions de tonnes à peu près à la sortie, au début, après la guerre. Et dans les années 90, on a culminé à 100 millions de tonnes. Et depuis les années 90, on n'arrive pas à dépasser ce plafond. Et ça, vous savez, on parle de limites planétaires hein, aujourd'hui, dans le climat, dans pas mal de domaines. Et bien ça, c'en est une. C'est-à-dire que dans les années 90, on a atteint, si vous voulez, ce que pouvaient produire finalement les océans mondiaux, c'est-à-dire grosso modo une centaine de millions de tonnes. Et depuis malgré plus de bateaux, malgré plus d'efforts de pêche, notamment en Asie, on assiste à un plateau, quoi. Ouais, Et ça, on est arrivé au bout des ressources, en quelque sorte. On est arrivé au bout des ressources marines sauvages. Et alors, comme je vous dis, comme notre appétit n'a pas arrêté d'augmenter, de s'accroître, on comble ce plateau par de l'aquaculture qui a complètement explosé depuis les années 90 pour satisfaire les consommateurs en produits de la mer. Et parmi ces espèces de poissons, lesquelles sont particulièrement menacées? Alors, celles qui sont menacées, ce n'est pas toujours celles qui sont vraiment ciblées. Vous avez bien évidemment les requins, les saumons sauvages, les esturgeons, aujourd'hui les anguilles. Vous savez que toutes ces espèces-là sont en état critique d'extinction. Par exemple, en Méditerranée, le niveau, alors je vous ai dit, le niveau d'abondance des requins, il a diminué de 99%. Donc ça, c'est vraiment drastique. Vous ne serez pas mangé par un requin en Méditerranée. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes ces populations-là sont vraiment en déclin. Et par exemple, quand on prend l'Adriatique, vous avez une quinzaine d'espèces de requins dont on n'a pas vu un seul exemplaire depuis 10, 20 et 30 ans. Donc voilà. D'accord. Donc, pour vous montrer que cette pression de pêche, elle a aussi... parce que souvent on dit
En milieu marin, les problèmes d'extinction d'espèces, c'est pas vrai. Ça marche pas comme en milieu terrestre, ce qui est vrai, hein, d'ailleurs, la dynamique des populations de poissons n'est pas celle des milieux, est très difficilement comparable avec celle des milieux terrestres. Cependant, dû à cette pression, je dirais un peu infernale de la pression de pêche, une grande des espèces qui sont vraiment menacées. D'accord. Et là, vous nous avez parlé plutôt d'espèces en danger, plutôt des espèces de grande taille. Oui. C'est quoi alors? C'est leur temps de régénération? C'est parce que c'est des espèces, elles ont une production moindre? Non, c'est parce qu'elles sont dans nos assiettes, ces espèces-là. C'est-à-dire que, vous savez, même le requin, même le shark finning, c'est-à-dire Mhm. quand on retire les, 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 Ah oui, les qu'une partie, les ailerons et les... parties des ailerons, qui a un marché absolument extrêmement lucratif en Asie. Donc, c'est des espèces qui sont très consommées et qui sont très demandées. Donc, il y a une pression très grande. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation, euh, euh, il y a, vous savez, il y a une grande diversité de poissons, mais il y a quand même deux espèces nos auditeurs vont bien saisir la chose, c'est que aujourd'hui il y a uniformisation de la consommation et les deux grands gagnants, ils proviennent de l'aquaculture parce que vous avez le saumon et le saumon que nous mangeons, il vient à 99% de de l'aquaculture. l'aquaculture. Et puis, vous avez aussi l'autre gagnant, je dirais, en termes de consommation, notamment en Europe et en France, ce sont les crevettes. Les crevettes qui viennent aussi d'aquaculture. Alors, quand vous mangez ces produits-là, que ce soit le saumon d'aquaculture ou crevettes d'aquaculture, vous mangez aussi du poisson sauvage. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de ces sardines, ces anchois, ces Mhm. maquereaux, qui sont transformés en farine. Et cette farine-là, elle sert à nourrir tous ces poissons d'aquaculture. D'accord, oui. Ah ouais, on n'a Ce pas sont forcément les, conscience de ça, je Non. pense. Mm. ce sont les saumons, mais aussi les crevettes, parce que les crevettes, normalement, elles sont détritivores. Normalement, vous savez, elles mangent le détritus. Les crevettes sauvages, elles sont dans la vase et puis Mm. mangent un peu tous les micro-organismes qui sont dans la vase. Or, pour les faire pousser plus vite, les aquaculteurs leur donnent de la farine de poisson. Et D'accord. donc, tous les élevages asiatiques, notamment, sont boostés en quelque sorte par cette farine de poisson qui nourrit les crevettes. Alors, pour les autres espèces, en termes de consommation, vous savez qu'on importe en France, et ça, c'est aussi le fait de la surexploitation au niveau européen, parce que je regardais une statistique, il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, on produisait au niveau européen 7 millions de tonnes. Aujourd'hui, c'est la moitié. Donc, il faut aller chercher ce poisson ailleurs. Et vous savez, 70% du poisson qu'on consomme, donc c'est la majorité, Mhm. euh, il vient de l'extérieur. Alors, on cite, bien sûr, je viens de vous citer la crevette et puis le saumon, mais vous avez le merlu. Le merlu, il vient d'où? Il vient d'Afrique du Sud, il vient du Chili, il vient du Pérou. Et voilà, donc vous avez les lieux, etc. Ouais, Donc, Mais là, c'est Monsieur Curie, je vous interromps, mais vous parlez de l'Europe, pardon, ou de la France, 70% là, là, d'importation là, je vous parle de la consommation en en France. France. D'accord, très bien. Voilà. Donc, on mange beaucoup de poissons, hein. Alors, vous avez fait la petite interview. Il y a pas mal de gens qui mangent deux fois de poisson par Mm. semaine, parce que c'est vrai que c'est un aliment sain, c'est pas gras, Mm. et puis ça a été vanté par les médecins, donc voilà, donc c'est un bon aliment, mais ça supprime pas cette pression fantastique sur les populations sauvages de poissons. Et, donc, cette raréfaction fait aussi que les prix ont fortement augmenté, hein. Oui, Oui. Le poisson, c'est un produit de luxe maintenant, hein. oui, On c'est peut vrai. le dire, Un c'est un produit de luxe. Eh bien, on reprend tout de suite une petite pause musicale et on revient tout de suite avec vous, Monsieur Curie. Votre choix, La mer de Charles Trenet. Pourquoi? Ben parce que d'abord, c'est poétique, et puis on aime tous l'océan parce que c'est d'abord nos origines, hein. Toutes nos origines viennent de l'océan, et puis c'est un milieu quand même assez magique.
la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Rebonjour, vous êtes en direct de la parenthèse scientifique et aujourd'hui, la thématique c'est pourrons-nous manger du poisson dans 20 ans. Nous sommes avec Philippe Curie, directeur de recherche émérite à l'IRD et nous parlons de ressources marines et de leur gestion. Alors Monsieur Curie, nous venons de parler un petit peu de cette surexploitation. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc on a vu que l'impact était 70% d'importation de poissons en France. Quel est l'impact peut-être dans les autres, enfin, plus mondialement dans les autres pays et également quel est l'effet du changement climatique sur cette surexploitation? Alors, l'impact de la surexploitation dans d'autres pays, je dirais qu'il y a des pays, vous savez, gérer les ressources marines, c'est relativement simple, comparé par exemple on va parler du changement climatique, mais contrer le changement climatique sera une autre gageure. Donc, il y a des pays qui ont développé l'approche écosystémique des pêches, c'est-à-dire essayer de réconcilier l'exploitation, la biodiversité, essayer de consommer beaucoup moins d'énergie fossile, et puis maintenir les emplois. Et des pays qui font ça, je dirais, sérieusement, que ce soit la Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Il y a certaines zones aussi en Europe où on s'applique vraiment à la mettre en place. Et mettre en place ça veut dire quoi? Ça veut dire que la productivité des océans retrouve un certain
un certain niveau et permet de reconstituer à la fois les stocks, mais aussi le nombre de pêcheurs. Parce qu'on le voit en France, le nombre de pêcheurs n'a pas arrêté de diminuer depuis les 30 dernières années. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à considérer dans nos politiques. Alors, pour ce qui est, vous m'avez interrogé sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est bien sûr beaucoup d'effets qu'on constate aujourd'hui. Les chercheurs travaillent beaucoup sur les transformations des océans, hein, qui sont de plus en plus chauds. Ça, on le voit dans toutes les courbes. Ils sont plus acides et désoxygénés. Moi, j'ai beaucoup travaillé à Sète et il y a 2 ans, il y a eu, vous savez, ces vagues de chaleur considérables en Méditerranée. Et il y a un chercheur qui est venu affolé et qui m'a dit entre 0 et 30 mètres, on avait des températures pendant X semaines qui ont dépassé les 25-30 degrés et toutes les gorgones sont mortes. Alors, les gorgones, c'est quoi? Ce sont des coraux, hein, qui mettent des milliers d'années à grossir, parce que ça grossit extrêmement lentement, de quelques millimètres par an. Et donc, tous ces coraux qui sont, vous savez, très beaux, rouges, verts, etc., jaunes, voilà, ils sont devenus blancs. Donc, il était complètement affolé. Alors, voilà, ça pour des espèces, je dirais, sédentaires, c'est des effets vraiment drastiques. Alors, il y a certaines espèces qui tentent d'échapper à ces eaux chaudes. Alors, on le voit bien, ça au niveau mondial, c'est toute la zone intertropicale qui se réchauffe, et comme déjà on a des espèces d'eau chaude, elles se déplacent vers les pôles. Et donc, on a modélisé cela, et puis on a vu et on a quantifié aussi, hein, le vitesse de déplacement. Et donc, on voit que ces espèces se déplacent vers les pôles, et que toute cette zone intertropicale va se dépeupler en poissons. Donc, il y a des modélisations à plusieurs dizaines de pourcents d'ici 2050. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on a cité le Sénégal. Au Sénégal, vous savez, l'ultime ressource, ce sont des sardinelles. Les sardinelles, c'est une espèce de grosses sardines qui alimentent aujourd'hui les marchés. Et ces sardinelles, elles remontent vers la Mauritanie. Et le jour où elles seront en Mauritanie, elles seront plus accessibles aux Sénégalais. Donc, Est-ce que cette migration, on va dire, des espèces change du coup l'abondance relative de tous les stocks de poissons dans les endroits du globe? Il y en a qui migrent vers du coup les pôles. Et est-ce que du coup d'autres espèces remontent et on assiste comme ça à un changement des abondances de poissons? Oui, alors ces espèces remontent. Jusqu'où elles peuvent remonter? Alors il y aura des gagnants là, et des perdants. Là, les perdants, je vous l'ai dit, dans la zone intertropicale, ces espèces d'eau chaude, elles ne sont pas remplacées. Donc, c'est un appauvrissement des écosystèmes marins. Et puis, vous aurez, par exemple, dans l'Arctique, vous aurez plus de poissons, il y aura une meilleure productivité. Alors, la question que nous, chercheurs, on s'est posée, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants. Est-ce que c'est un jeu à somme nulle? Est-ce que, globalement, les pêcheries mondiales vont rester plus ou moins stables, ou vont diminuer, ou vont augmenter? Donc ça, on a travaillé là-dessus et on a fait, alors ça, c'est sur des différentes équipes mondiales qui se sont concoctées, qui ont travaillé ensemble, notamment avec des modélisations de tous les écosystèmes mondiaux. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas un jeu du tout à somme nulle, c'est un jeu à somme négative, et la production mondiale en poissons diminuera de 20 à 25% d'ici le XXIe siècle. Alors ça, les chiffres sont pas encore très calés, je dirais. Ce sont vraiment des premières estimations qui ont été faites, notamment pour l'IPBES. L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, hein. Ça, c'est une parenthèse. Et donc c'est vraiment, au niveau mondial, avec le changement climatique, l'abondance globale des poissons va diminuer. Ça, c'est maintenant une certitude. Et ce qui veut dire qu'il va y avoir des problèmes de sécurité alimentaire. Vous savez, quand on le voit avec le blé, hein, par exemple. Le blé, dès que vous avez 5% de chute au niveau mondial, aussitôt, vous avez les marchés financiers qui s'en mêlent, et ça crée des augmentations de prix de 20-25%. Et puis, ça crée des famines, hein, dans les pays qui ne peuvent plus se payer l'accès à ces denrées-là. Donc, quand on
quand on voit que le poisson, c'est notre, je dirais, c'est un peu on a dit que le poisson coûtait cher, mais dans plein de pays, vous savez, de la zone intertropicale dans laquelle l'IRD travaille beaucoup, c'est la protéine qui est pas chère. Les sardinelles, c'était 1 ou 2 euros le kilo. Donc voilà, donc c'était pas c'était la protéine pas chère. Donc ça fait. Et vous savez, au Sénégal, j'ai un ami sénégalais, alors je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette raréfaction des ressources? Ben, il me dit, les endroits là, dans Dakar, hein, je ne sais pas si Dakar c'est la capitale du Sénégal, et il y a des quartiers pauvres, Pikine, hein, et les enfants qui sont vraiment, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont rien du tout, qui sont pauvres, ils mangeaient une tranche de pain avec une sardine séchée au soleil. Donc ça, c'était presque des dons, etc. Aujourd'hui, ils mangent du pain avec des nouilles. Hein, vous voyez le problème alimentaire. Donc voilà, ça va, cette sécurité alimentaire, elle est compromise, hein, avec le changement climatique. Donc c'est pour ça qu'il faut gérer les ressources marines pour que cette abondance des océans revienne et puis soit là pour nourrir les gens. Et du coup, est-ce que vous voyez, peut-être une dernière question, est-ce que vous voyez des solutions, une solution peut-être en particulier, soit au niveau mondial, soit nous en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer un peu cette surexploitation? Alors, au niveau mondial, au niveau des pays, il faut gérer les ressources, être sérieux. Vous savez, quand l'État français, par exemple, on sait que l'anguille est une espèce en voie d'extinction. Quand les recommandations des scientifiques européens disent qu'il faut arrêter de pêcher l'anguille et qu'on augmente les quotas, c'est-à-dire les prises d'anguille, ben là, c'est pas sérieux. Je dirais, c'est vraiment pas sérieux. Et ça mène au chaos et à la disparition des espèces. Donc, il faut être sérieux dans la gestion des ressources. Et là, on a tout à y gagner, que ce soit les pêcheurs, les consommateurs, et puis bien sûr la nature. Donc ça, il faut renforcer les aires marines protégées, hein, et être sérieux aussi avec les aires marines protégées. Aujourd'hui, les estimations, si vous voulez, au niveau mondial, simplement, on a 2,5% de la surface des océans qui sont pleinement protégés. C'est-à-dire là où on ne va pas aller chaluter, extraire du poisson. Donc, ouais, ça veut dire c'est très peu. Donc, et là aussi, il faut être sérieux. La nature, elle est quand même fragile quelque part. Elle est résiliente, c'est vrai, mais quelque part, elle est fragile. Donc, il faut que le niveau de protection de la biodiversité marine soit à la hauteur. Et là, il y a plein de documents, si vous voulez, produits par les scientifiques qui montrent les bonnes pratiques possibles et qui sont lorsqu'elles sont mises en œuvre, peuvent vraiment changer les choses. Donc ça, c'est... Alors, du côté consommateur, eh ben, il y a pas mal de guides. Vous savez, il y a Éthique Océan qui produit un guide de toutes ces espèces-là qui peuvent être consommées, comme par exemple les sardines, les anchois, les maquereaux, et puis certaines espèces plus nobles qui peuvent être consommées, voilà, avec modération, mais qui peuvent être consommées, celles qu'il faut éviter, etc. Donc ça, c'est important. Alors, je reconnais, c'est compliqué parce que vous l'avez fait dans votre entretien. Qu'est-ce qu'on choisit d'abord? Et là, il y a eu des études très sérieuses qui ont montré que la première chose, c'était le prix, la fraîcheur du poisson, et puis après l'espèce, etc. Et en 5e ou 6e position, c'était simplement la durabilité de l'espèce. Alors, il y a des labels qui sont plus ou moins sérieux. Mais ce qu'il faut, c'est, oui, consommer modérément du poisson et puis certaines espèces. Ouais, Alors à là, éviter. à éviter. Donc là, il y a des guides, il y a Éthique Océan, je vous l'ai dit. Et puis, il y a aussi, alors je voudrais noter une chose, il y a, par exemple, moi, je participe aussi au concours Ollinger des cuisiniers, et on voit les nouvelles générations de cuisiniers, hein, des jeunes, ils sont extrêmement préoccupés par la durabilité de leurs produits. Donc, vous avez toute une classe de restaurants qui aujourd'hui s'investissent dans des cuisines durables, c'est-à-dire qu'ils vont faire attention aux produits qu'ils utilisent, aux poissons qu'ils utilisent. Et donc,
Rollinger a fait un concours international dans lequel il compétitionne. Et alors, c'est étonnant parce que donc ils produisent un plat qui est noté, mais après, on les interroge sur la durabilité de leurs produits, comment ils choisissent leurs produits, qu'est-ce que c'est pour eux la durabilité, etc. Et moi qui participe au concours depuis 5 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes cuisiniers sont impressionnants par leur implication vers cette nouvelle cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger n'importe quoi. Ce qui est une excellente nouvelle, c'est vraiment une excellente nouvelle que les professionnels soient aussi investis dans la durabilité des produits. Merci beaucoup, Monsieur Curie. On arrive à la fin. On est désolé de cette interview. Merci parce que c'était très riche. On a entendu dans les solutions protection, gestion, meilleure coordination internationale et puis aussi un impact des consommateurs. Et on mettra le lien sur les choix des espèces durables et des espèces à éviter. On vous pose quand même cette dernière question pour répondre à notre question. À votre avis, Monsieur Curie, pourrons-nous encore manger du poisson sauvage puisqu'on vous a bien écouté dans 20 ans ? Oui, je pense qu'on peut continuer à manger du poisson sauvage. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut peut-être manger un peu moins. Et puis, et aussi du poisson sauvage, c'est-à-dire du poisson d'élevage, pardon. Poisson d'élevage, parce qu'il y a un lien très fort, je vous l'ai dit, entre poisson sauvage et poisson d'élevage. Et en aquaculture, vous pouvez manger autant d'huîtres, de moules, d'algues. Maintenant, aujourd'hui, les algues se développent, que vous le voulez, parce que ça a très peu d'incidence sur la biodiversité et sur l'impact sur le vivant. C'est noté. On vous remercie en tout cas, Dr Curie, et on passe à la deuxième pause musicale. C'est le groupe Beyrouth, Postcards from Italy. Times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, were not all bad. We put our feet just where they had to go, never to go. The chattered soul, following close
Vous reprendrez bien un peu de science ? Vous êtes toujours bien et on l'espère confortable sur la parenthèse scientifique et on passe au projet de la Fondation. Les projets de la Fondation. Et le mois dernier, je vais vous parler donc de bisphénol et de cerveau, et aujourd'hui, je vais vous parler de glyphosate et de microbiote. Car en effet, la Fondation finance tous les ans en moyenne 3 projets de recherche dans le domaine de la santé et de l'environnement, en réponse à un appel à projet qu'on écrit tous les ans avec notre conseil scientifique. Aujourd'hui, on va donc parler d'un projet de santé humaine financé entre 2020 et 2022 sur les effets d'un pesticide que l'on connaît tous de nom, le glyphosate, sur le microbiote intestinal de la souris. C'est le projet Glyphobiote. Alors en effet, on retrouve le glyphosate dans les aliments, de l'eau que nous consommons, ce qui représente un problème de santé publique. En plus de ses effets cancérigènes potentiels, le glyphosate peut affecter d'autres fonctions physiologiques. Par exemple, le glyphosate va induire des perturbations des populations de microbiote intestinal. Donc le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui composent un écosystème donné. Ici, on va parler de l'écosystème de l'intestin. C'est ce qu'on appelle donc ce déséquilibre de microbiote intestinal, la dysbiose intestinale. On sait aujourd'hui que la dysbiose intestinale est associée à de nombreuses maladies inflammatoires chroniques, y compris les maladies inflammatoires de l'intestin et des maladies associées à l'obésité, qu'on appelle généralement syndrome métabolique. Donc j'en viens maintenant au projet Glyphobiote. Son objectif, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que l'exposition alimentaire chronique au glyphosate à des doses environnementales affecte le microbiote intestinal de la souris? Et quels sont les effets sur l'intestin et les maladies inflammatoires? Alors, pour répondre à cette question, les chercheurs de l'INRAE à Toulouse ont exposé des souris femelles au glyphosate à des doses environnementales via l'alimentation pendant la gestation, car elles étaient enceintes, et la lactation. Les descendants, donc les petites souris, ont ensuite été exposés au même régime pendant 2 mois, à savoir du glyphosate par voie alimentaire. Chez ces souris exposées de manière chronique au glyphosate, tout d'abord dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire in utero, puis pendant la phase de lactation et jusqu'à l'âge adulte, les chercheurs ont étudié la composition du microbiote intestinal, l'inflammation et les effets sur l'intestin des souris. Les résultats montrent que la composition du microbiote intestinal a été considérablement modifiée chez les mâles et les femelles exposés au glyphosate. Et quand on dit modifié, c'est qu'on va changer la composition de cet écosystème de micro-organismes. Et là, on a ajouté de nouvelles bactéries. Un autre résultat marquant de cette étude, c'est l'apparition d'une inflammation intestinale chez les souris exposées. Donc en conclusion, l'exposition alimentaire au glyphosate a induit des modifications marquées du microbiote intestinal de la souris, ainsi qu'une inflammation intestinale. Merci Damien. Et on passe au cabinet des curiosités, écrit par Marie-Cécile et raconté par Pauline. Le cabinet des curiosités. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des limaces de mer kleptomanes. En effet, on va rester dans la thématique du jour et parler d'une curiosité marine. Imaginez pouvoir tirer votre énergie du soleil. Certes, c'est le quotidien des plantes, mais pour les animaux, tirer son énergie directement du soleil, cela paraît impossible. Et pourtant, c'est ce que font certains organismes, dont les limaces de mer, du sous-ordre des sacoglosses, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors comment font-elles pour faire de la photosynthèse, elles qui sont animales ? En fait, ces limaces sont des kleptomanes. Elles volent les chloroplastes des cellules d'algues dont elles se nourrissent. On dit qu'elles sont kleptoplastiques, des voleuses de plast en somme. Ce petit rappel biologique avant de poursuivre. Les chloroplastes sont des structures spécialisées présentes dans les cellules végétales dans lesquelles la photosynthèse a lieu. Vous savez, ce sont eux qui contiennent la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux plantes et qui permettent de transformer le CO2 en sucre grâce à l'énergie du soleil. Fin de la parenthèse. Et retour à nos limaces kleptomanes qui vont donc intégrer les chloroplastes dans leur corps. Alors, lors de la digestion des algues, elles vont faire le tri. Noyaux, mitochondries et compagnie. Hop, direction la dégradation. Les chloroplastes, par contre, seront adoptés par les cellules digestives qui vont les phagocyter, c'est-à-dire les gober tout crus. Mais elles vont en prendre soin, puisque les chloroplastes vont pouvoir rester fonctionnels de plusieurs semaines à plusieurs mois, parfois même durant toute la vie de la limace, qui est de 9 à 10 mois. Et comme chez les limaces de mer, les cellules digestives s'étendent dans tout le corps, elles vont devenir vertes, ce qui leur va bien au teint comparé à leur couleur brune naturelle. Mais surtout, ça va leur permettre de se camoufler et d'éviter de se faire boulotter par les prédateurs. Mais ce n'est a priori pas le but principal, parce qu'elles pourraient le faire sans avoir à garder les chloroplastes fonctionnels, ce qui leur éviterait pas mal de soucis. Parce que croyez-moi, les chloroplastes en sont une bonne source.
de soucis, mais nous y viendrons plus tard. En fait, le camouflage est un avantage collatéral, car l'intérêt principal, c'est que grâce au chloroplastes, les limaces vont être capables de vivre de plusieurs semaines à plusieurs mois sans manger. Alors honnêtement, quand on aime manger, l'idée de ne pas manger pendant plusieurs mois, ça peut être source d'angoisse. Mais il faut bien garder en tête que notre limace ne mange que des algues. Certaines préfèrent se limiter même à une seule espèce d'algue. Dans le genre régime alimentaire de la tristesse, ça se pose là. Une pause dans ce régime alimentaire des plus ennuyants, c'est du changement, donc ça paraît presque excitant. Bon, plus sérieusement, ce n'est généralement pas un choix, mais plutôt une nécessité quand les algues viennent à manquer. Et c'est là qu'elles vont tirer profit des chloroplastes qui vont leur fournir de l'énergie. 2 hypothèses s'affrontent quant au mécanisme. Une dit que l'énergie pourrait venir de la digestion des chloroplastes et de la libération de l'amidon qu'ils contiennent. En gros, les chloroplastes ne seraient que des snacks à digestion lente. L'autre dit que les chloroplastes, qui sont fonctionnels, vont faire de la photosynthèse et produire des sucres qui seront transférés dans les cellules qui n'ont pas de chloroplastes, elles. Cette dernière hypothèse a été confirmée par plusieurs études, et ça veut dire que nos limaces tirent leur énergie directement du soleil, comme les plantes. Elles font donc l'impensable et l'impossible. Mais l'impossible a un coût. En effet, les chloroplastes actifs vont produire des radicaux libres. Vous savez ces choses que combattent les crèmes anti-âge ? Eh bien, la même chose. Et ces radicaux vont potentiellement finir par rendre les chloroplastes non fonctionnels et même mettre en danger la cellule hôte. Parce que même si cela peut paraître intuitif, la lumière nécessaire à l'activité des chloroplastes peut aussi être leur ennemie si elle est trop intense. Les plantes, elles, se sont adaptées depuis le temps et ont mis en place des mécanismes pour lutter contre ces radicaux libres. Sauf que les gènes qui le permettent sont dans le noyau que notre limace a digéré sans ménagement. Donc le grand mystère que les chercheurs tentent d'élucider aujourd'hui est comment nos limaces font-elles pour garder les chloroplastes fonctionnels et ne pas subir les conséquences ? Les limaces ont également plusieurs mécanismes intrinsèques leur permettant de garder les chloroplastes actifs le plus longtemps possible. Par exemple, il semblerait que pour protéger la photosynthèse, elles produisent leur propre protection UV et ont un système de capture des radicaux libres. En gros, nos limaces produisent leur propre crème solaire et leur propre crème anti-rides, la classe. Mais en plus, les limaces ont un autre avantage que les plantes n'ont pas. Elles peuvent bouger. Et de fait, elles sont capables de trouver l'intensité de lumière idéale et d'éviter la lumière forte. En plus, elles ont en général une forme d'aile ou de feuille, ce qui leur permet de se fermer pour se protéger de la lumière intense et donc d'éviter la production de radicaux libres. Bref, elles ont plus d'un tour dans leur sac pour être sûres de garder leur chloroplastes en bon état. En plus, elles sont magnifiques. Je vous invite à aller voir par vous-même. Et je dois avouer que sûrement, comme beaucoup d'entre vous, je ressens une aversion certaine, voire même, si je suis totalement honnête, un dégoût profond pour nos limaces de terre que j'aimerais voir hors de mon jardin. Et que si elles ressemblaient à nos limaces de mer, je les laisserais bien plus volontiers grignoter mes plantations, même si je sais que juger sur le physique, c'est mal. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci Pauline, quel mécanisme incroyable, ces limaces kleptomanes. Allons vite voir à quoi ça ressemble. Et puis on passe maintenant aux actualités de la Fondation avec Louise. Dans les actualités de ce mois-ci, nous vous attendons à notre conférence grand public qui aura lieu le mercredi 27 novembre à la médiathèque La Tour Maubourg, où nous recevrons le docteur Mireille Ansaldi pour parler de thérapie phagique ou comment soigner avec des virus. Toutes les informations sont à retrouver bien sûr sur notre site de la Fondation Evertea. Nous avons aussi le nouvel épisode du podcast Destination Recherche, dans lequel nous partons à la rencontre de Lydie Sparfel de l'IRSET, qui étudie les contaminants dans notre environnement. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup Louise. Eh bien, c'est la fin, à grand regret déjà, de cette deuxième parenthèse scientifique. Merci d'avoir été avec nous pendant cette petite heure. On était très très heureux de recevoir le docteur Philippe Curie. On a parlé de la mer, des océans, des ressources marines. Et apparemment, bonne nouvelle, on pourra encore manger du poisson quand même dans 20 ans, ce qui est plutôt positif. Un grand merci à vous tous. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal.
Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.